Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Une chronologie de l'écriture, le roman d'une expérience. Notre première partie va s'organiser en 3 temps, selon la chronologie de l'entreprise rédactionnelle de Flaubert. Nous avons souhaité nous arrêter d'abord sur ce qui précède le début du travail d'écriture, les moments les plus mystérieux où l'idée d'un roman vient naître, Chez Flaubert, il s'agit en tout premier lieu de reconnaître l'état adéquat pour se mettre en situation d'écrire. Un état qui seul permet la maturation d'une idée, autrement dit qui seul autorise les sources de l'inspiration à s'ouvrir pour laisser apparaître les germes de l'œuvre à écrire. Ces sources de l'inspiration ont également retenu notre inspiration parce que la correspondance, pour une fois, se montre avare avec ce type-là de renseignements. Flaubert en dit peu sur l'origine même du roman et les confidences ne se trouvent pas toujours placées là où on les attend. Enfin, nous avons voulu accorder une place particulière à ces tout premiers moments de la rédaction, quand les premiers mots et les premières lignes, les premiers paragraphes apparaissent enfin et que déjà les lettres de Flaubert donnent le ton d'une correspondance qui durera 7 années. Entre lamentations et cris de colère, entre l'envie d'autre chose, une autre œuvre, une autre vie, et l'enfermement obsessionnel dans cette entreprise. Pour respecter la chronologie, nous avons privilégié ensuite le pendant. Il s'agit alors de suivre Flaubert tout au long de ses années de composition du roman, depuis le début jusqu'à la fin, en passant par les différents temps, les différentes humeurs et les différentes approches théoriques qui sont énoncées au fil des semaines et des mois. Parce que l'ensemble des données apparaît alors dans un gigantisme presque démesuré, nous avons classé les confidences épistolaires selon 9 items. Les affres du style ou le problème du sujet choisi. Un travail de longue haleine. La vie fade de l'écrivain. Les souffrances physiques de l'écriture. Se convaincre. La joie d'écrire malgré tout. S'auto-évaluer. La demande de renseignements. Flaubert se met en scène. Il s'agit évidemment de suivre alors Flaubert au plus près de sa vie quotidienne telle que les lettres nous permettent de nous la figurer, dans le respect de cela même qui constitue la dernière trace d'un écrivain au travail. Enfin, il nous a semblé nécessaire de considérer l'après. Comment Flaubert en vient-il à accepter l'idée d'une publication de son roman ? Quelles sont les contraintes qu'il se fixe et fixe à ses correspondants pour cette publication en matière de correction à accepter ou à refuser, en matière de date aussi ? Derrière ces considérations au quotidien, c'est le rapport de Flaubert à la critique qu'il s'agit d'observer en constatant de quelle manière un penseur aussi hostile aux critiques littéraires peut devenir un écrivain forcément confronté à ces mêmes critiques, sinon rendu dépendant d'eux. Mais l'après de Madame Bovary nous emmène encore à la rencontre d'un écrivain qui à peine un roman terminé, en entame un nouveau, une sorte de forçat de l'écriture pour qui, et c'est le 5e moment de cette partie, l'épisode du procès apparaît comme la condamnation effective d'un acte qui lui était interdit à jamais, la publication. Le procès comme le temps des tracasseries, des démarches et d'une activité nouvelle qui vient rompre et interdire l'acte d'écrire, une trahison en fait. Suivre la chronologie de l'écriture, en effet, c'est raconter le roman d'une expérience, celle d'une première œuvre conduite jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à sa diffusion. C'est comprendre de l'intérieur de sa propre création et de sa propre lucidité sur son œuvre en pleine élaboration, les motivations d'un écrivain, ses métamorphoses avec le temps et ses fidélités, ses peurs et ses joies. C'est non seulement assister à l'enfantement d'une œuvre littéraire, mais encore voir naître un écrivain. Bien sûr, chacun doit garder à l'esprit le fait que Flaubert a beaucoup écrit avant Madame Bovary. Dans le premier tome des œuvres complètes de Flaubert paru à la Pléiade et intitulé « Œuvres de jeunesse », publié donc en 2001, le lecteur découvre de nombreux textes antérieurs. Non seulement une première version de l'éducation sentimentale ou de la tentation de Saint-Antoine, mais aussi les récits à caractère autobiographique aujourd'hui mieux connus que son Novembre ou Mémoire des apostrophes, un fou, mais encore de nombreux autres récits tant des récits de voyage, Pyrénées-Corse ou le voyage en Italie, des récits historiques, chroniques normandes au XIe siècle ou Rome et les Césars, que des récits plus inquiétants pour nombre d'entre eux fantastiques comme Rêve d'enfer, Kid Quid Volurie, Agonie ou La danse des morts. Et même du théâtre avec l'Oaxy. Flaubert a toujours écrit ou presque.
Très vite il ne fut plus l'idiot de la famille chère à Sartre, que l'on s'intéresse et comprenne ses premières œuvres ou pas. C'est pourquoi Madame Bovary ne constitue pas une première expérience au sens où Flaubert se lancerait en écriture pour la première fois. Et même, nous venons de le remarquer, Madame Bovary ne constitue pas le premier long roman de Flaubert. Le premier long roman non autobiographique ? Peut-être, si on oublie un temps au moins la fameuse déclaration orale selon laquelle il aurait prétendu « Madame Bovary, c'est moi ». Et ce n'est pas non plus le fait qu'on lui ait soufflé l'idée de ce roman qui en fait la singularité. Avant les amis du camp et Bouillet, il y avait eu le professeur Cheruel pour entraîner le jeune impétrant des lettres sur des chemins un peu plus éloignés d'un moi toujours obsédant. En réalité, Madame Bovary est une première expérience dans le sens où pour la première fois il y aura publication, rencontre du public et renommée établie. Pour la première fois, Flaubert existe pour lui et pour ce qu'il est. Pour la première fois, il va exister un Flaubert qui se prénomme Gustave. Un avant une œuvre, ou comment naissent les grands romans. Il nous a semblé intéressant de profiter de la longue correspondance sauvegardée et ainsi disponible, pour essayer de mieux comprendre les origines et les fondements d'un chef-d'œuvre. Si la critique littéraire, par définition, peut s'intéresser à la figure de l'écrivain via l'étude de l'œuvre, la correspondance constitue alors une voie d'accès plus rapide et plus directe à ce même écrivain et de la sorte peut favoriser une réflexion précieuse sur les conditions de création du chef-d'œuvre. La plupart du temps, le lecteur accède à la seule œuvre publiée et les écrits biographiques ne sont jamais que des compléments d'information sur l'écrivain lui-même, quelquefois plus rarement sur sa façon de travailler. Avec sa correspondance, Flaubert nous propose une autre approche, plus complète et plus large, qui nous permet de rencontrer l'écrivain non pas dans sa vie, cela ne nous concerne pas, mais bien dans son œuvre, juste avant qu'elle ne commence de s'écrire. Les extraits qui suivent nous révèlent le caractère strictement nécessaire d'une situation bien établie, ordonnée et précise pour que l'entreprise de création littéraire puisse avoir lieu. On n'écrit pas n'importe où, on n'écrit pas n'importe quand. Ainsi, nul doute que Flaubert a réfléchi longuement au roman qu'il va entreprendre en 1851, tout au long de son voyage de plusieurs mois en Orient qui a précédé l'entreprise rédactionnelle. D'ailleurs, en toute contradiction avec les écrivains romantiques qui l'ont précédé sur ces terres lointaines, Flaubert n'est pas parti en quête de l'inspiration ou d'un sujet. Il semble parfois au contraire que son voyage constitue une opportunité de calme et de distance pour mieux réfléchir le sujet retenu qui va bientôt être traité, pour mieux l'éprouver peut-être dans ce qu'il pourrait avoir d'intemporel et d'universel. Au pied des pyramides de Gizeh, ce ne sont ni l'histoire ni l'art architectural égyptien qui parlent à Flaubert. C'est sa propre conscience d'écrivain qui pèse le pour et le contre d'un tel projet, qui n'est pas le sien, ne le sera jamais mais qui présente les potentialités requises pour le propulser tout en haut de cette pyramide de la réussite qu'on appelle la célébrité. Si le roman n'est pas entrepris depuis ces contrées lointaines, c'est que la table de travail de Croisset s'affirme nécessaire et que Flaubert doit encore se construire intérieurement de sorte que le moment de l'écriture puisse advenir, enfin. 1. Un état pour écrire. Vous me demandez que je vous apporte quelque chose de moi. Je n'ai rien à vous montrer. Voilà plus de 2 ans que je n'ai écrit une ligne de français, et ce que j'avais écrit de longtemps avant mon départ est illisible et non copié. D'ailleurs, dans l'état de dégoût où je suis de moi, ce n'est pas le moment. À 1 lettre à Louise Collet, le 8 août 1851. Ce serait bien difficile de publier des fragments, tu verras. Il y a de fort belles choses, mais ça ne satisfait pas en soi. Et le mot drôle sera, je crois, la conclusion des plus indulgents, voire des plus intelligents. Il est vrai que j'aurai pour moi beaucoup de braves gens qui n'y comprendront goutte, et qui admireront de peur que le voisin n'y entende davantage. L'objection de Bouillet à la publication est que j'ai mis là tous mes défauts, et quelques-unes de mes qualités. Selon lui, ça me calomnie comme homme. Je ne sais que penser, je suis dans un complet milieu. 2. Lettre à Maxime Ducamp le 21 octobre 1851. Je suis étonné, cher ami, de l'enthousiasme excessif que tu me témoignes pour certaines parties de l'éducation. Elle me semble bonne, mais pas à une aussi grande distance des autres que tu le dis. Les pages qui t'ont frappé, sur l'art, etc., ne me semblent pas difficiles à faire. Je ne les referai pas, mais je crois que je les ferai mieux.
C'est ardent, mais ça pourrait être plus synthétique. J'ai fait depuis des progrès en esthétique, ou du moins je me suis affermi dans l'assiette que j'ai prise de bonne heure. Je sais comment il faut faire. 3 Lettre à Louise Collet, le 16 janvier 1852. Ce bon saint Antoine t'intéresse donc? Sais-tu que tu me gâtes avec tes éloges, pauvre chérie? C'est une œuvre manquée. Tu parles de perles. Mais les perles ne font pas le collier, c'est le fil. J'ai été moi-même dans Saint Antoine le Saint Antoine, et je l'ai oublié. C'est un personnage à faire, difficulté qui n'est pas mine. S'il y avait pour moi une façon quelconque de corriger ce livre, je serais bien content car j'ai mis là beaucoup de temps et beaucoup d'amour. Mais ça n'a pas été assez mouru. 4 Lettre à Louise Collet, le 31 janvier 1852. J'ai relu Novembre mercredi par curiosité. J'étais bien le même particulier il y a 11 ans, à peu de choses près du moins. Ainsi j'en accepte d'abord une grande admiration pour les putains que je n'ai plus que théoriques et qui jadis étaient pratiques. Cela m'a paru tout nouveau, tant je l'avais oublié. Mais ce n'est pas bon. Il y a des monstruosités de mauvais goût, et en somme l'ensemble n'est pas satisfaisant. Je ne vois aucun moyen de le réécrire, il faudrait tout refaire. Par-ci, par-là une bonne phrase, une belle comparaison. Mais pas de tissu de style. Conclusion, Novembre suivra le chemin de l'éducation sentimentale. Et restera avec elle dans mon carton indéfiniment. Ah! Quel nez FRN j'ai eu dans ma jeunesse de ne pas le publier. Comme j'en rougirais maintenant. 5 Lettre à Louise Collet, le 28 octobre 1853. Ce que disent les lettres de Flaubert dont nous retenons les quelques extraits qui précèdent, c'est que l'écrivain ne peut pas composer son œuvre dans n'importe quelle situation. De lui faut un certain terreau pour faire pousser les fruits de son imagination. Avant d'entamer la longue période de la rédaction de Madame Bovary que Flaubert lui-même n'est pas capable de mesurer à ses futures justes proportions, il faut savoir rompre avec les projets précédents qui ont tant occupé l'esprit. Est-ce à dire que Louise Collet n'a rien compris à la psychologie de Flaubert au travail? En tout cas, il est étonnant de la voir lire et réclamer pour lecture les précédents textes de son ami Saint Antoine, l'éducation sentimentale ou Novembre. Bien sûr, la maîtresse amoureuse se veut pleine d'indulgence. Plus que cela, elle multiplie les compliments et tous ses propos rivalisent d'un ton laudatif peut-être même inattendu pour Flaubert. En tout cas, incompréhensible parce que Flaubert a tourné le dos à ces textes-là. Ils ne le préoccupent plus, et au contraire ils viennent rendre le présent plus délicat à gérer s'ils demeurent dans l'actualité ou si on les y réinstalle. Ce que la correspondance de Flaubert nous enseigne des conditions adéquates pour une création littéraire sereine, c'est bien la nécessité de l'esprit libre. Flaubert refuse de renouer avec son passé 3, au contraire il le condamne 4. Cela ne signifie nullement un reniement ou un oubli. Il s'agit simplement de créer et d'installer durablement les conditions psychologiques favorables à l'appropriation d'un nouveau projet. L'écrivain est un homme qui sait tourner la page. Bien sûr, Flaubert se retournera souvent sur son passé, qu'il soit celui de la vie intime ou celui de l'entreprise littéraire. L'homme et l'écrivain Flaubert ne sont pas nés ex nihilo. Cependant, au moment d'aller de l'avant et de se saisir d'un nouveau projet, c'est bien la politique de la table rase qui prévaut. Chaque chose en son temps en quelque sorte. Car nous aurons l'occasion d'y revenir. Il apparaît d'emblée que la création littéraire est un investissement total de l'écrivain qui met en jeu sa santé et vient répondre en même temps à son malaise, qu'il soit physiologique ou psychique. Le premier extrait que nous citons montre bien que l'activité d'écriture, lorsqu'elle vient à ne pas exister, laisse Flaubert dans un désarroi profond. Et l'écriture qui reprend, l'envie d'écrire même avec laquelle il renoue un beau jour si elle condamne à de prochains malheurs ultérieurs, n'en sont pas moins appelés de tous ses vœux par l'écrivain. C'est bien là la première contradiction flaubertienne d'une longue série que cette entreprise bovarienne va permettre de recenser et voir à l'œuvre. En même temps qu'un nouveau projet d'écriture appelle un vide nécessaire et fécond, nécessaire parce que fécond, en même temps il est une réponse qui vient combler le vide et le faire oublier parce que la nature, de l'écrivain, ne peut supporter justement le vide. Le contexte d'un début d'entreprise créatrice ne renvoie absolument pas, on le constate ici, à une ouverture sur le monde extérieur. Il est tout au contraire un repli sur soi, une introspection sur qui on est, et ce qu'on ressent,
et l'intervenant extérieur devient vite une sorte de trublion à la bienveillance inutile. Les propos de Louis Collet sont en effet bientôt contestés, et Flaubert s'oblige à expliquer qu'il pense autrement, comme pour faire comprendre la vanité de tout effort d'encouragement à son endroit. D'emblée, se dit une sorte d'isolement du créateur qui, enfermé dans son univers, ne peut plus par conséquent, déjà, entendre la parole d'autrui. L'introspection est bien sûr l'aveu d'un solipsisme fort. Par ailleurs, c'est toute la question de la liberté de l'artiste qui est aussi abordée. Comment écrire l'esprit libre ? Ou plutôt comment se libérer l'esprit pour écrire ? La posture de l'écrivain réclame un affranchissement de la contingence, une capacité à se soustraire et à s'évader du monde présent, une sorte de don à être ailleurs. En même temps, l'œuvre littéraire se donne très vite comme la trace ou la preuve d'une schizophrénie incontestable entre un corps et un esprit, un être là qui sait se transporter ailleurs. Le cliché d'un écrivain en souffrance au moment de produire son œuvre et de se retrouver confronté à la page blanche devient une réalité indépassable. Derrière la difficulté d'un travail, se cache en effet une rencontre toujours délicate avec son moi le plus profond, une rencontre où Flaubert va laisser aussi des plumes, et pas seulement celles qu'il cassera sur les pages blanches de la propre quête de soi. 2. Les sources de l'inspiration. À propos de sujets, j'en ai 3, qui ne sont peut-être que le même et ça m'emmerde considérablement. 1 degré Une nuit de Don Juan à laquelle j'ai pensé au Lazaret de Rhodes. 2 degrés L'histoire d'Anubis, la femme qui veut se faire baiser par le dieu. C'est la plus haute, mais elle a des difficultés atroces. 3 degrés Mon roman flamand de la jeune fille qui meurt vierge et mystique entre son père et sa mère, dans une petite ville de province, au fond d'un jardin planté de choux et de quenouilles, au bord d'une rivière grande comme l'eau de Rebec. Ce qui me turlupine, c'est la parenté d'idées entre ces 3 plans. Dans le premier, l'amour inassouvissable sous les 2 formes de l'amour terrestre et de l'amour mystique. Dans le second, même histoire, seulement on s'y baise et l'amour terrestre est moins élevé en ce qu'il est plus précis. Dans le troisième, ils sont réunis dans la même personne et l'un mène à l'autre. Mon héroïne seulement en crève de masturbation religieuse après avoir exercé la masturbation digitale. Hélas. Il me semble que lorsqu'on dissèque si bien les enfants à naître, on n'est pas assez bandant pour les créer. À 1 lettre à Louis Bouillet, le 14 novembre 1850. Je viens de lire pour mon roman plusieurs livres d'enfants. Je suis à moitié fou ce soir, de tout ce qui a passé aujourd'hui devant mes yeux, depuis de vieux keepsakes jusqu'à des récits de naufrages et de flibustiers. J'ai retrouvé des vieilles gravures que j'avais coloriées à 7 et 8 ans, et que je n'avais pas revues depuis. Il y a des rochers peints en bleu et des arbres en vert. J'ai rééprouvé devant quelques-unes, un hibernage dans les glaces entre autres, des terreurs que j'avais eues étant petit. Je voudrais je ne sais quoi pour me distraire. J'ai presque peur de me coucher. Il est une histoire de matelots hollandais dans la mer glaciale, avec des ours qui les assaillent dans leur cabane, cette image m'empêchait de dormir autrefois, et des pirates chinois qui pillent le temple à idole d'or. Mes voyages, mes souvenirs d'enfant, tout se colore l'un de l'autre, se met bout à bout, danse avec de prodigieux flamboiements et monte en spirale. Voilà 2 jours que je tâche d'entrer dans des rêves de jeune fille, et que je navigue pour cela dans les océans laiteux de la littérature à Castel, troubadour à toque de velours à plumes blanches. 2. Lettre à Louise Collet, le 3 mars 1852. Avec une lectrice telle que vous, madame, et aussi sympathique, la franchise est un devoir. Je vais donc répondre à vos questions. Madame Bovary n'a rien de vrai. C'est une histoire totalement inventée. Je n'y ai rien mis ni de mes sentiments ni de mon existence. L'illusion, s'il y en a une, vient au contraire de l'impersonnalité de l'œuvre. C'est un de mes principes qu'il ne faut pas s'écrire. L'artiste doit être dans son œuvre comme Dieu dans la création, invisible et tout-puissant, qu'on le sente partout mais qu'on ne le voit pas. Et puis, l'art doit s'élever au-dessus des affections personnelles et des susceptibilités nerveuses. Il est temps de lui donner par une méthode impitoyable, la précision des sciences physiques. La difficulté capitale pour moi, n'en reste pas moins le style, la forme, le beau indéfinissable résultant de la conception même et qui est la splendeur du vrai, comme disait Platon. 3. Lettre à Marie-Sophie Leroyer de Chantepie, le 18 mars 1857. Non, monsieur, aucun modèle n'a posé devant moi. Madame Bovary est une pure invention. Tous les personnages de ce livre sont complètement imaginés,
Et Yonville-l'Abbaye lui-même est un pays qui n'existe pas, ainsi que la Rieule, etc. Ce qui n'empêche pas qu'ici, en Normandie, on ait voulu découvrir dans mon roman une foule d'allusions. Si j'en avais fait, mes portraits seraient moins ressemblants parce que j'aurais eu en vue des personnalités et que j'ai voulu, au contraire, reproduire des types. 4. Lettre à Émile Kelto, le 4 juin 1857. La question des sources est une affaire délicate. D'où vient l'idée de Madame Bovary ? De toute évidence, l'on sait aujourd'hui qu'elle n'est pas de Flaubert, et ce serait, dit-on, Louis Bouilhet et Maxime Ducamp qui en auraient soufflé l'inspiration à Flaubert après la lecture de sa première version du Saint-Antoine qui leur avait fortement déplu. Maxime Ducamp raconte cela dans ses souvenirs intimes. Cependant, la correspondance de Flaubert ne contient rien de bien intéressant au sujet des sources de l'œuvre, surtout si l'on cherche des renseignements selon une démarche cohérente dans les lettres écrites avant le début de l'entreprise d'écriture ou tout au moins dans les lettres contemporaines des débuts de la rédaction. Flaubert se met à écrire ce qui va devenir Madame Bovary un peu subitement selon le témoignage de sa correspondance, et si l'on se doute bien que le projet n'a rien d'improvisé et ne correspond pas à une quelconque inéité, Flaubert déteste ce qu'il appelle justement l'inéité en art. En revanche, on rencontre quelques difficultés à situer avec précision l'origine de cette entreprise. Le fait divers des Delamarre comme source d'inspiration reste d'abord présent dans les textes de l'ami Ducamp, puisqu'une lettre de ce dernier également atteste de cette prétendue réalité. C'est Ducamp en effet dans un courrier daté du 23 juillet 1851 qui écrit à son ami « Que fais-tu, est-ce toujours Don Juan ? Est-ce l'histoire de Madame Delamarre qui est bien belle ?» Mais de Flaubert lui-même, l'on ne sait rien. En fait, Flaubert semble un peu plus prolixe après la publication de son roman et en guise d'explication à des correspondantes un peu curieuses, le voilà enfin qui propose quelques renseignements. Cependant, tout ce qu'il accepte alors d'expliquer tient en une dénégation forte, il n'y a rien de réel en son roman. Si les lecteurs de telles lettres, 3 à 4, en sont pour une déception, on remarque le ton nettement plus véhément que celui employé à l'accoutumée par Flaubert. Il s'agit de convaincre, une bonne fois pour toutes. Il importe peu d'ailleurs que ce soit des correspondants de second rang qui l'interrogent à ce sujet, et auprès de qui il va pouvoir répandre cette vision des choses. Ce qui compte pour Flaubert, c'est de tenir un discours qui n'a pas été entendu ou pas compris, c'est de faire oublier cette fameuse déclaration orale qui aurait été la sienne, à savoir la trop tonitruante affirmation « Madame Bovary ? C'est moi ». En réalité, du côté des sources de l'inspiration, il est plus intéressant d'observer le mode de fonctionnement de Flaubert confronté à des recherches pour la mise en place des éléments constitutifs d'une scène ou d'une autre. Son souci du réalisme, ou plutôt son souci de la vérité pour ne pas l'enfermer dans une école littéraire qui reste toujours réductrice à ses yeux, oblige Flaubert à de nombreuses activités de prise de renseignements et chacune de ces quêtes de ce qui deviendra le détail juste le conduit sur des chemins non balisés où l'écrivain peut se mettre en danger. Parce qu'il s'agit de replonger dans les souvenirs de sa propre jeunesse. 2. Pour donner une touche de vraisemblance supplémentaire à un personnage ou à une scène, l'écrivain remue ce qui fait mal, il vagabonde et derrière l'inquiétude horaire, cette façon de travailler est chronophage, c'est la gravité de l'acte d'écrire qui est dite ici. Écrire, c'est faire feu de tout bois pour son livre, c'est tout utiliser au service d'une page qu'on espère réussie, c'est oser jouer avec soi-même, ses sentiments, son identité la mieux enfouie, son être au service des belles lettres. On l'a bien compris. Si Flaubert ne raconte rien de la manière dont ce projet lui est venu, c'est qu'il n'y a rien à raconter. Flaubert sait d'avance qu'il s'engage sur des terres qui ne lui appartiennent pas, et il n'a besoin de personne pour l'alerter sur ses futures difficultés. Alors que raconter aux uns ou aux autres ? Que donner au monde puisque dans ce futur roman tout vient justement de ce monde ? Il n'y a rien à rendre, juste à accepter. Et c'est bien là pour Flaubert, le plus délicat sinon le plus impossible. Comment tolérer cette intromission de l'extérieur dans un monde hermétiquement clos depuis des années, construit autour d'une conscience, isolée pour ce faire ? Un monde qui a rompu depuis longtemps déjà, il faut remonter dans la biographie flaubertienne au moins à 1844 et la crise nerveuse avec le monde. 3. Le moment des débuts. J'ai commencé hier soir mon roman. J'entrevois maintenant des difficultés de style qui m'épouvantent. Ce n'est pas une petite affaire que d'être simple.
J'ai peur de tomber dans le Paul de Kock, ou de faire du Balzac chateaubriandisé. 1 Lettre à Louise Collet, le 20 septembre 1851. Je me tourmente, je me gratte. Mon roman a du mal à se mettre en train. J'ai des abcès de style et la phrase me démange sans aboutir. Quel lourd aviron qu'une plume et combien l'idée quand il la faut creuser avec, est un dur courant. Je m'en désole tellement que ça m'amuse beaucoup. J'ai passé aujourd'hui ainsi une bonne journée, la fenêtre ouverte, avec du soleil sur la rivière et la plus grande sérénité du monde. J'ai écrit une page, en ai esquissé 3 autres. J'espère dans une quinzaine être enrayé, mais la couleur où je trempe est tellement neuve pour moi que j'en ouvre des yeux ébahis. 2 Lettre à Louise Collet, le 23 octobre 1851. Il n'est pas aisé de savoir arrêter cette phase des débuts d'une écriture romanesque pour laquelle Flaubert n'imaginait pas, loin s'en faut, la juste durée. Plus d'1 mois s'est écoulé entre ces 2 extraits de lettres que nous proposons là, et le lecteur peut constater que rien n'a changé en fait. D'emblée, Flaubert est amené à se plaindre du travail qu'il vient à peine d'entreprendre et le temps des lamentations semble aussitôt ouvert. Ce qui est intéressant, c'est de lire de telles lettres en les inscrivant dans notre mémoire pour les comparer ensuite avec ce qui sera écrit quelques mois plus tard ou quelques années plus tard. La peur de faire du Balzac, et on accusera Flaubert d'avoir copié Balzac en effet, le refus de ressembler à certains écrivailleurs et à plusieurs reprises au cours de la rédaction de Madame Bovary, Flaubert stigmatisera entre autres Paul de Kock. Et puis bien sûr toute cette logorée psychopathologisante des souffrances de l'écriture vécue dans un corps bientôt tourmenté physiquement, tout cela va se répéter longuement. L'intérêt de ces 2 extraits s'inscrit bien entendu dans cette sorte de permanence remarquable chez un Flaubert fidèle à lui-même, alors que nous constaterons ailleurs ses nombreuses contradictions et ses évolutions de toute nature. En outre, il se dit déjà un malaise sans conteste face au sujet retenu d'un roman qu'il ne considérera jamais tout à fait comme sien, et c'est donc l'expression d'une lucidité exceptionnelle qu'il nous faut d'ores et déjà constater. Sinon, la lettre présente pour nous cet intérêt exceptionnel de rendre témoignage d'une activité généralement restée secrète non pas par l'expression d'une volonté délibérée mais par le fait d'une habitude bien installée et respectée de tous. On écrit seul, en veillant même à sa tranquillité et à une sorte de discrétion confortable et bourgeoise qui semble convenir à l'exercice de la littérature. Et en cela, le lecteur ne dispose que très rarement des traces précises de l'activité quotidienne de l'écrivain. Il est ici touchant, et même émouvant et presque pathétique d'apprendre en lisant Flaubert lui-même que c'est la veille au soir de ce 20 septembre 1851 qu'il a écrit les premières lignes de son chef d'œuvre. Ce qui est émouvant, c'est précisément ce sentiment contradictoire que Flaubert semble éprouver. Être comme conscient que quelque chose d'essentiel vient d'avoir lieu, un début remarquable s'est produit, une étape dans une vie qui marque un passage et l'abandon d'un état qu'on ne retrouvera plus, et puis, en même temps une sorte de distance, l'indication d'un petit fait, un micro-événement du quotidien que l'on note dans une lettre parce qu'il faut bien aussi remplir les blancs d'une correspondance et donner à l'autre, surtout quand il est apostrophe. Agit de sa maîtresse, une maîtresse si exigeante, des confidences mais des confidences qui n'engagent pas, des confidences sans importance. Oui, cette lettre du 20 septembre semble s'écrire partagée entre 2 impressions et 2 désirs. La conscience d'un acte fondamental, capital, semble poindre et en même temps comment Flaubert pourrait-il atteindre déjà à la conscience lucide de ce qu'il attend, de ce à quoi vient de s'engager. Et c'est bien la lecture, 1 siècle et demi plus tard, et même un peu plus, qui vient donner à des lettres de ce genre leur portée tout à fait étrange et singulière, exceptionnelle et rarissime. La lecture ne peut plus être la même. Nous ne saurons jamais comment Louise Collet a reçu cette confidence, dans quel état Flaubert l'a écrite, et pour dire quoi. Le passage du temps, l'inscription définitive de l'œuvre au panthéon de notre littérature ont tout bouleversé et aujourd'hui une telle lettre marque toute l'incertitude si fascinante pour nous, celle qui transparaît d'un écrivain en train de s'affirmer, d'une conscience, littéraire, en train de naître et qui ne savent pas, peut-être, ce qui vient de leur arriver au moment où s'écrit cette phrase anodine et gigantesque. J'ai commencé hier soir mon roman. Il y a même dans cette phrase quelque chose qui annonce le fameux insipide proustien. Longtemps je me suis couché de bonne heure. Un même temps verbal, une même indication circonstancielle et puis la tonalité toute mélancolique déjà d'un achevé. Un monde et une mode qui prennent fin et dont on voudrait qu'ils marquent à la fois un commencement, une réalité encore, un avenir peut-être.
2. Pendant une œuvre, ou comment s'écrivent les grands romans. La correspondance de Flaubert constitue aujourd'hui un témoignage exceptionnel de complétude et de lucidité sur la réalité d'une œuvre en train de s'écrire. Jamais avant cette correspondance, il n'a été donné à un lecteur d'approcher les arcanes de la création littéraire avec autant d'acuité et de profondeur. En effet, c'est en temps réel, comme on dit aujourd'hui, qu'il nous est donné de suivre la plume de Flaubert romancier grâce à la plume de Flaubert épistolier. En nous racontant jour après jour, ou presque, l'avancée de son roman, ses difficultés et ses problèmes, Flaubert nous permet ainsi de percer les secrets de la maison littérature et de pénétrer au plus près des mystères du travail de l'écrivain. Que reste-t-il de cette correspondance aujourd'hui ? Une oeuvre gigantesque, 5 volumes à la Pléiade donc, mais aussi des lettres qu'on ne cesse de retrouver et de découvrir. Des lettres qui ne sont peut-être plus parmi celles qui aident à une connaissance meilleure de Flaubert. Des lettres souvent plus utilitaires que littéraires, mais des lettres, donc, qui attestent que nous ne serons jamais certains d'avoir tout lu de cette correspondance exceptionnelle à la fois par son ampleur et par la richesse de ses contenus dont il semblerait qu'on n'a jamais fini d'en faire le tour. D'autant que des lettres ont disparu à jamais, détruites par souci des convenances comme le rappelle Jean Bruno dans son introduction à l'édition qu'il a établie, et dont on ne peut que déplorer aujourd'hui la cruelle absence. Mais par-delà ce qui reste à notre disposition, une présence encore bien réelle de la correspondance qui nous joue des tours à sa manière, c'est un vrai texte, au sens littéraire du terme, qu'il faut considérer et que son ampleur empêche de lire dans son intégralité pour beaucoup d'amateurs en herbe, une correspondance qu'on ne cesse de citer et de montrer comme révélatrice d'une époque, d'un monde, d'un pays. En fait, toutes les qualités et tous les charmes sont accordés à cet ensemble, mais il se doit d'être lu avec une plus grande rigueur parce qu'il nous renseigne plus qu'on voudrait bien le croire sur la réalité de la création littéraire. Bien sûr, tout ce que cette correspondance nous donne à voir concerne d'abord l'écriture flaubertienne selon ses démarches propres et ses exigences singulières. Elle constitue d'abord un témoignage, volontaire ou pas, sur une pratique foncièrement originale. Il reste que c'est toute la création littéraire dans la généralisation d'une démarche et la conception globale d'un art, que la correspondance de Flaubert vient illustrer par sa dimension d'exemplarité. Il y va, à lire les lettres de Flaubert, d'une leçon donnée à tout lecteur qui se rêverait à son tour écrivain. Une expérience se dit qui nous alerte sur la réalité de la littérature, un vrai morceau de littérature qui nous domine à voir une expérience. 1. Les affres du style ou le problème du sujet choisi. Au milieu de tout cela, j'avance péniblement dans mon livre. Je gâche un papier considérable. Que de rature. La phrase est bien lente à venir. Quel diable de style ai-je pris ? Honni soient les sujets simples. Si vous saviez combien je m'y torture, vous auriez pitié de moi. M'en voilà batté pour une grande année au moins. Quand je serai en route, j'aurai du plaisir mais c'est difficile. À 1 lettre à Louise Collet, le 3 novembre 1851. J'ai bien du mal à me remettre au travail. Ces 15 derniers jours de repos m'ont tout à fait dérangé. Pour le moment, mon sujet me manque entièrement. Je ne vois plus l'objectif. La chose à dire fuit au bout de mes mains quand je la veux saisir. 2 lettres à Louise Collet, le 12 janvier 1852. Mauvaise semaine. Le travail n'a pas marché. J'en étais arrivé à un point où je ne savais trop que dire. C'était toute nuance et finesse où je n'y voyais goutte moi-même, et il est fort difficile de rendre clair par les mots ce qui est obscur encore dans votre pensée. J'ai esquissé, gâché, pataugé, tâtonné, je m'y retrouverai peut-être maintenant. Oh ! Quelle polissonne de choses que le style. Tu n'as point, je crois, l'idée du genre de ce bouquin. Autant je suis débraillé dans mes autres livres, autant dans celui-ci je tâche d'être boutonné et de suivre une ligne droite géométrique. Nul lyrisme, pas de réflexion, personnalité de l'auteur absente. Ce sera triste à lire. Il y aura des choses atroces de misère et de fétidité. 3 lettres à Louise Collet, le 31 janvier 1852. Lire 2 jours que je tâche d'entrer dans des rêves de jeune F.I.S. et que je navigue pour cela dans les océans laiteux de la littérature à Castel, troubadour à toque de velours à plumes blanches. Fais-moi penser à te parler de cela. Tu peux me donner là-dessus des détails qui me manquent. Su. 4 lettres à Louise Collet, le 3 mars 1852. J'ai passé une mauvaise semaine,
Je me sens stérile par moments comme une vieille bûcheuse. J'ai à faire une narration. Or le récit est une chose qui m'est très fastidieuse. Il faut que je mette mon héroïne dans un bal. Il y a si longtemps que je n'en ai vu un, que ça me demande de grands efforts d'imagination. Et puis c'est si commun, c'est tellement dit partout. Ce serait une merveille que d'éviter le vulgaire, et je veux l'éviter pourtant. 5 lettres à Louise Collet, le 2 mai 1852. Personne plus que moi n'a au contraire aspiré les autres. J'ai été humé des fumiers inconnus, j'ai eu compassion de bien des choses où ne s'attendrissaient pas les gens sensibles. 6 lettres à Louise Collet, le 8 mai 1852. J'ai repris mon travail. J'espère qu'il va aller. Mais franchement Bovary m'ennuie. Cela tient au sujet et au retranchement perpétuel que je fais. Bon ou mauvais, ce livre aura été pour moi un tour de force prodigieux, tant le style, la composition, les personnages et l'effet sensible sont loin de ma manière naturelle. Dans Saint-Antoine j'étais chez moi. Ici, je suis chez le voisin. Aussi je n'y trouve aucune commodité. 7 lettres à Louise Collet, le 13 juin 1852. À me voir d'aspect, on croirait que je dois faire de l'épique, du drame, de la brutalité de fait, et je ne me plais au contraire que dans les sujets d'analyse, d'anatomie si je peux dire. Au fond, je suis l'homme des brouillards, et c'est à force de patience et d'études que je me suis débarrassé de toute la graisse blanchâtre qui noyait mes muscles. Les livres que j'ambitionne le plus de faire sont justement ceux pour lesquels j'ai le moins de moyens. Bovary, en ce sens, aura été un tour de force inouï et dont moi seul jamais aurais conscience. Sujet, personnage, effet, etc., tout est hors de moi. Cela devra me faire un grand pas par la suite. Je suis, en écrivant ce livre, comme un homme qui jouerait du piano avec des balles de plomb sur chaque phalange. VS. 8 lettres à Louise Collet, le 26 juillet 1852. Je ne suis pas de mon côté fort facétieux. L'intérieur et l'extérieur, tout va assez sombrement. La Bovary marche à pas de tortue, j'en suis désespéré par moments. D'ici à une 60aine de pages, c'est-à-dire pendant 3 ou 4 mois, j'ai peur que ça ne continue ainsi. Quelle lourde machine à construire qu'un livre, et compliqué surtout. Ce que j'écris présentement risque d'être du Paul de Kock, si je n'y mets une forme profondément littéraire. Mais comment faire du dialogue trivial qui soit bien écrit? Il le faut pourtant, il le faut. Puis, quand je vais être quitte de cette scène d'auberge, je vais tomber dans un amour platonique déjà ressassé par tout le monde, et si j'ôte de la trivialité, j'ôterai de l'ampleur. Dans un bouquin comme celui-là, une déviation d'une ligne peut complètement m'écarter du but, me le faire rater tout à fait. Au point où j'en suis, la phrase la plus simple a pour le reste une portée infinie. De là tout le temps que j'y mets, les réflexions, les dégoûts, la lenteur. Je te tiens quitte des misères du faillère, de mon beau-frère, etc. 9 lettres à Louise Collet, le 13 septembre 1852. Que ma Bovary m'embête. Je commence à m'y débrouiller pourtant un peu. Je n'ai jamais de ma vie rien écrit de plus difficile que ce que je fais maintenant du dialogue trivial. Cette scène d'auberge va peut-être me demander 3 mois, je n'en sais rien. J'en ai envie de pleurer par moments, tant je sens mon impuissance. Mais je crèverai plutôt dessus que de l'escamoter. J'ai à poser à la fois dans la même conversation 5 ou 6 personnages, qui parlent, plusieurs autres, dont on parle, le lieu où l'on est, tout le pays, en faisant des descriptions physiques de gens et d'objets, et à montrer au milieu de tout cela un monsieur et une dame qui commencent, par une sympathie de gauza, à s'éprendre un peu l'un de l'autre. Si j'avais de la place encore. Mais il faut que tout cela soit rapide sans être sec, et développé sans être épaté, tout en me ménageant pour la suite d'autres détails qui seraient plus frappants. Je m'en vais faire tout rapidement et procéder par grandes esquisses d'ensemble successives. À force de revenir dessus, cela se serra peut-être. La phrase en elle-même est fort pénible. Il me faut faire parler en style écrit, des gens du dernier commun, et la politesse du langage enlève tant de pittoresque à l'expression. 10 lettres à Louise Collet, le 19 septembre 1852. Je ne travaille pas mal, c'est-à-dire avec assez de cœur, mais c'est difficile d'exprimer bien ce qu'on n'a jamais senti. Il faut de longues préparations et se creuser la cervelle diablement afin de ne pas dépasser la limite et de l'atteindre tout de même. L'enchaînement des sentiments me donne un mal de chien, et tout dépend de là dans ce roman. Car je maintiens qu'on peut tout aussi bien amuser avec des idées qu'avec des faits,
mais il faut pour ça qu'elles découlent l'une de l'autre comme de cascade en cascade, et qu'elles entraînent ainsi le lecteur au milieu du frémissement des phrases et du bouillonnement des métaphores. Quand nous nous reverrons, j'aurai fait un grand pas, je serai en plein amour, en plein sujet, et le sort du bouquin sera décidé, mais je crois que je passe maintenant un défilé dangereux. Pourquoi ai-je sur ce livre des inquiétudes comme je n'en ai jamais eu sur d'autres? Est-ce parce qu'il n'est pas dans ma voie naturelle et pour moi, au contraire, tout en art, en ruse? Ce m'aura toujours été une gymnastique furieuse et longue. Un jour ensuite, un jour que j'aurai un sujet à moi, un plan de mes entrailles, tu verras, tu verras. 11. Lettre à Louise Collet, le 22 novembre 1852. Tu n'étais pas habitué, dis-tu, à ce dur métier. Oui, il est rude. Il y a des jours où il m'apparaît comme plus qu'humain. Il m'est maintenant impossible d'écrire une phrase de suite, bonne ou mauvaise. Je suis aussi gêné pour la place dans ma phrase, que si je faisais des vers et ce sont les assonances à éviter, les répétitions de mots, les coupes à varier. Et enfin, dire proprement et simplement des choses vulgaires, ce qui est peut-être le comble de l'art, en tant que difficulté. 12. Lettre à Louise Collet le 3 janvier 1853. La Bovary ne va pas raide. En une semaine de pages. Il y a de quoi quelquefois se casser la gueule de découragement, si l'on peut s'exprimer ainsi. Ah! J'y arriverai, j'y arriverai. Mais ce sera dur. Ce que sera le livre, je n'en sais rien. Mais je réponds qu'il sera écrit à moins que je ne sois complètement dans l'erreur, ce qui se peut. Ma torture à écrire certaines parties vient du fond, comme toujours. C'est quelquefois si subtil que j'ai du mal moi-même à me comprendre. Mais ce sont ces idées-là qu'il faut rendre, à cause de cela même, plus nettes. Et puis, dire à la fois proprement et simplement des choses vulgaires. C'est atroce. 13 Lettre à Louise Collet, le 27 mars 1853. Ce qui fait que je vais si lentement, c'est que rien dans ce livre n'est tiré de moi. Jamais ma personnalité ne m'aura été plus inutile. Je pourrais peut-être par la suite faire des choses plus fortes, et je l'espère bien, mais il me paraît difficile que j'en compose de plus habiles. Tout est de tête. Si c'est raté, ça m'aura toujours été un bon exercice. Ce qui m'est naturel à moi, c'est le non naturel pour les autres, l'extraordinaire, le fantastique, la hurlade métaphysique, mythologique. Saint Antoine ne m'a pas demandé le quart de la tension d'esprit que la Bovary me cause. C'était un déversoir. Je n'ai eu que plaisir à écrire, et les 18 mois que j'ai passés à en écrire les 500 pages ont été les plus profondément voluptueux de toute ma vie. Juge donc, il faut que j'entre à toute minute dans des peaux qui me sont antipathiques. Voilà 6 mois que je fais de l'amour platonique, et en ce moment je m'exalte catholiquement au son de cloche, et j'ai envie d'aller en confesse. 14. Lettre à Louise Collet, le 6 avril 1853. Ce livre tout en calcul et en ruse de style n'est pas de mon sang. Je ne le porte point en mes entrailles, je sens que c'est de ma part une chose voulue, factice. Ce sera peut-être un tour de force qu'admireront certaines gens, et encore en petit nombre. D'autres y trouveront quelques vérités de détail et d'observation. Mais de l'air. De l'air. Les grandes tournures, les larges et pleines périodes se déroulant comme des fleuves, la multiplicité des métaphores, les grands éclats du style, tout ce que j'aime enfin n'y sera pas. Seulement, j'en sortirai peut-être préparé à écrire ensuite quelques bonnes choses. 15. Lettre à Louise Collet, le 21 mai 1853. Voilà 3 jours que je passe à faire 2 corrections qui ne veulent pas venir. Toute la journée de lundi et de mardi a été prise par la recherche de 2 lignes. Je relis du Montesquieu, je viens de repasser tout Candide, rien ne m'effraie. Pourquoi ? À mesure qu'il me semble me rapprocher des maîtres, l'art d'écrire en soi-même me paraît-il plus impraticable et suis-je de plus en plus dégoûté de tout ce que je produis ? Oh ! Le mot de Goethe. J'eusse peut-être été un grand poète si la langue ne se fût montrée indomptable. Et c'était Goethe. 16 Lettre à Louise Collet, le 1er juin 1853. Je me suis suremmerdé ces 3 jours-ci d'une façon truculente. Il m'était impossible tout l'après-midi de secouer une torpeur de mastodonte qui m'accablait. J'avais 75 kg de merde au cœur. Les fétidités bourgeoises où je patauge m'assombrissent. À force de peindre les cheminots, j'en deviens un, moi-même. 17 Lettre à Louise Collet, le 22 juin 1853. Je ne sais si Bouillet a écrit.
Il a dû te dire qu'il était content de ce que je lui avais lu, et moi aussi, franchement. Comme difficulté vaincue, ça me paraît fort, mais c'est tout. Le sujet par lui-même, jusqu'à présent du moins, exclut ces grands éclats de style qui me ravissent chez les autres et auxquels je me crois propre. Le bon de la Bovary, c'est que ça aura été une rude gymnastique. J'aurais fait du réel écrit, ce qui est rare. Mais je prendrai ma revanche. Que je trouve un sujet dans ma voix, et j'irai loin. Qu'est-ce donc que les contes d'enfants dont tu parles? Est-ce que tu vas écrire des contes de fées? Voilà encore une de mes ambitions. Écrire un conte de fées. 18. Lettre à Louise Collet, le 7 juillet 1853. Toute ma semaine passée a été mauvaise, ça va mieux depuis jour, si. Je me suis tordue dans un ennui, et un dégoût de moi corsé. Cela m'arrive régulièrement quand j'ai fini quelque chose, et qu'il faut continuer. La vulgarité de mon sujet me donne parfois des nausées, et la difficulté de bien écrire tant de choses si communes encore en perspective m'épouvante. Je suis maintenant achoppée à une scène des plus simples, une saignée et un évanouissement. Cela est fort difficile. Et ce qu'il y a de désolant, c'est de penser que même réussi dans la perfection, cela ne peut être que passable et ne sera jamais beau, à cause du fond même. Je fais un ouvrage de clown. Mais qu'est-ce qu'un tour de force prouve après tout? N'importe, aide-toi, le ciel t'aidera. Pourtant la charrette quelquefois est bien lourde à désembourber. 19. Lettre à Louise Collet, le 12 juillet 1853. Comme il me tarde d'avoir fini la Bovary, Anubis et mes 3 préfaces pour entrer dans une période nouvelle pour me foutre une bosse de beau pur. L'oisiveté où je vis depuis quelque temps me donne un désir cuisant de transformer par l'art tout ce qui est de moi, tout ce que j'ai senti. Je n'éprouve nullement le besoin d'écrire mes mémoires. Ma personnalité même me répugne tant j'en suis gorgée, et les objets immédiats me semblent hideux ou bêtes. Je me reporte avec désespoir sur l'idée. J'arrange les barques en tartane, je déshabille les matelots qui passent pour en faire des sauvages marchant tout nus sur des plages vermeilles. Je pense à l'Inde, à ta Chine, à mon conte oriental dont il me vient des fragments, j'éprouve le besoin d'épopées gigantesques. C'est toi qui me souffles ça au cul de loin, cher bougre. 20. Lettre à Louis Bouillet le 24 août 1853. La Bovary, qui aura été pour moi un exercice excellent, me sera peut-être funeste ensuite comme réaction, car j'en aurais pris, ceci est faible et imbécile, un dégoût extrême des sujets à milieu commun. C'est pour cela que j'ai tant de mal à l'écrire, ce livre. Il me faut de grands efforts pour m'imaginer mes personnages et puis pour les faire parler, car ils me répugnent profondément. Mais quand j'écris quelque chose de mes entrailles, ça va vite. Cependant, voilà le péril. Lorsqu'on écrit quelque chose de soi, la phrase peut être bonne par jet, et les esprits lyriques arrivent à l'effet facilement et en suivant leur pente naturelle, mais l'ensemble manque, les répétitions abondent, les redites, les lieux communs, l'élocution banale. Quand on écrit au contraire une chose imaginée, comme tout doit alors découler de la conception et que la moindre virgule dépend du plan général, l'attention se bifurque. Il faut à la fois ne pas perdre l'horizon de vue, et regarder à ses pieds. Le détail est atroce, surtout lorsqu'on aime le détail comme moi. Les perles composent le collier, mais c'est le fil qui fait le collier. Or, enfiler les perles sans en perdre une seule et toujours tenir son fil de l'autre main, voilà la malice. 21. Lettre à Louise Collet, le 26 août 1853. J'ai encore 5 à 6 pages avant d'aller te voir. Il faut que je finisse la lune de miel de mes amants. J'écris présentement des choses fort amoureuses et extra-poétiques. Le difficile c'est de ne pas être trop ardent, en ayant peur de tomber dans le bleuâtre. 22. Lettre à Louise Collet, le 18 janvier 1854. J'ai passé 2 exécrables journées samedi et hier. Il m'a été impossible d'écrire une ligne. Ce que j'ai juré, gâché de papier et trépigné de rage, est impossible à savoir. J'avais à faire un passage psychologico-nerveux des plus déliés, et je me perdais continuellement dans les métaphores, au lieu de préciser les faits. Ce livre qui n'est qu'en style a pour danger continuel le style même. La phrase me grise et je perds de vue l'idée. L'univers entier me sifflerait aux oreilles que je ne serais pas plus abîmé de honte que je ne le suis, quelquefois. Qui n'a senti de ces impuissances, où il semble que votre cervelle se dissout comme un paquet de linge pourri. Et puis le vent s'essouffle, la voile s'enfle.
Ce soir en 1 heure j'ai écrit toute une demi-page. Je l'aurais peut-être achevé, si je n'eusse entendu sonner l'heure et pensé à toi. 23. Lettre à Louise Collet, le 23 janvier 1854. Mais c'est atroce. L'ordre des idées, voilà le difficile. Et puis, comme mon sujet est toujours le même, qu'il se passe dans le même milieu, et que j'en suis maintenant aux 2/3, je ne sais plus comment m'y prendre pour éviter les répétitions. La phrase la plus simple comme « il ferma la porte »,« il sortit », etc. exige des ruses d'art incroyables. Il s'agit de varier la sauce continuellement, et avec les mêmes ingrédients. Je ne puis me sauver par la fantaisie, puisqu'il n'y a pas dans ce livre un mouvement en mon nom, et que la personnalité de l'auteur est complètement absente. Je tremble que Bouillet ne m'engueule à Pâques. 24. Lettre à Louise Collet, le 19 mars 1854. Je suis au milieu des affaires financières de la Bovary. C'est d'une difficulté atroce. Il est temps que ça finisse, je succombe sous le fait. 25. Lettre à Louis Bouillet, le 17 août 1855. Je ne sais ce que je vais faire avec les embarras financiers de la Bovary. J'ai un dialogue et des explications qui me paraissent insurmontables. Depuis 15 jours je n'ai pas avancé une ligne. 26. Lettre à Louis Bouillet, le 13 septembre 1855. Je travaille médiocrement et sans goût, ou plutôt avec dégoût. Je suis profondément las de ce travail. C'est un véritable pensum pour moi, maintenant. Nous aurons probablement bien à corriger. J'ai 5 dialogues l'un à la suite de l'autre et qui disent la même chose. 27. Lettre à Louis Bouillet, le 19 septembre 1855. Croyez-vous donc que cette ignoble réalité, dont la reproduction vous dégoûte, ne me fasse tout autant qu'à vous sauter le cœur? Si vous me connaissiez davantage, vous sauriez que j'ai la vie ordinaire en exécration. Je m'en suis toujours, personnellement, écarté autant que j'ai pu. Mais esthétiquement j'ai voulu cette fois et rien que cette fois, la pratiquer à fond. Aussi ai-je pris la chose d'une manière héroïque, j'entends minutieuse, en acceptant tout, en disant tout, en peignant tout, expression ambitieuse. 28. Lettre à Léon Laurent Pichat, le 2 octobre 1856. Je voudrais bien cependant vous éclairer sur un point tout personnel. Ne me jugez pas d'après ce roman. Je ne suis pas de la génération dont vous parlez, par le cœur du moins. Je tiens à être de la vôtre, j'entends de la bonne, celle de 1830. Tous mes amours sont là. Je suis un vieux romantique enragé, ou encrouté, comme vous voudrez. Ce livre est pour moi une affaire d'art pur et de parti pris. Rien de plus. D'ici à longtemps je n'en referai de pareil, il m'a été physiquement pénible à écrire. Je veux maintenant vivre, ou plutôt revivre, dans des milieux moins nauséabonds. 29. Lettre à Sainte-Beuve, le 5 mai 1857. Si tu crois que tu m'amèneras au culte du simple et du carré de choux, détrompe-toi mon vieux. Détrompe-toi. Je sors d'Yonville, j'en ai assez. Je demande d'autres guitares maintenant. Chaussons le cothurne. Et entamons les grandes gueulades. Ça fait du bien à la santé. 30. Lettre à Ernest Feydeau, fin juin ou début juillet 1857. Nous commençons là par l'aspect le plus ressassé de la correspondance flaubertienne, la question des affres du style. Comme s'il n'y avait que cela dans les lettres écrites à l'occasion de Madame Bovary. Loin s'en faut pourtant, et nous aurons l'occasion de le vérifier, mais il convient de reconnaître que Flaubert a développé de nombreuses lettres sur le thème de la difficulté d'écrire. Il faut prendre le temps de baigner dans la phrase flaubertienne, son emportement et ses excès, sa façon de dire la volonté brutale de tout envoyer paître et puis aussi ses tristesses et ses jérémiades. Entre rire et larmes, compassion et élan moqueur, le lecteur de la correspondance de Flaubert est souvent ballotté, forcément hésitant entre les positions à adopter tellement il n'est pas facile de suivre l'épistolier dans ses humeurs et ses revirements. Car Flaubert n'est jamais fait tout d'une pièce. C'est tout de même un comble que de le rencontrer aux prises pour son premier roman à paraître avec un sujet d'autant plus difficile et exigeant, neuf, qu'il ne lui convient pas. Replaçons les choses dans leur contexte. On le sait depuis l'exceptionnelle étude de Jean Bruno, les débuts littéraires de Gustave Flaubert, et chacun s'en rend mieux compte aujourd'hui encore avec la publication récente à la Pléiade du tome intitulé Œuvres de jeunesse, Flaubert a beaucoup écrit avant d'envisager sa première publication. Des contes,
Des romans et plus jeunes encore des textes d'inspiration scolaire qui dépassent néanmoins le pensum comme nous l'avons déjà remarqué. Mais pour une ou deux parutions dans le journal Le Colibri, Flaubert a toujours tout refusé en termes d'édition, et longtemps après il s'en est dit bien heureux, nous aurons l'occasion d'y revenir. Or, à quelques exceptions près, il écrit toujours sur des sujets de son choix ou pour le moins des sujets qui lui conviennent. Le voilà à présent, avec Madame Bovary, empêtré dans un sujet qu'il n'a pas inventé mais qui est inspiré d'un fait divers, celui des époux de Lamare. Une idée qui n'est pas de lui mais, dit-on, de ses amis Ducamp et Bouillet, dans une tonalité d'écriture qui ne lui convient pas, le réalisme, et malgré tout cela qui sonne comme autant de réserves évidentes, Flaubert va donner au public le résultat de plusieurs années de travail quand auparavant il a toujours préféré laisser ses textes à l'abandon au fond d'un tiroir. Il est difficile d'expliquer pareille posture d'autant que Flaubert n'aide pas son lecteur à y voir clair. Des extraits que nous avons sélectionnés pour cette première approche, il reste en revanche une volonté très explicite de témoigner d'un refus. Jamais Flaubert n'adhère à son propre sujet. Et il le fait savoir à ses correspondants, du début jusqu'à la fin de l'entreprise d'écriture. Le propos de l'épistolier écrivain s'affirme en toute clarté. Le monde qu'il est censé peindre dans cette œuvre ne lui convient pas. C'est un monde du vulgaire ou du commun, 5, 12, 13, 21, et Flaubert rejette les existences médiocres qui l'éloignent d'un idéal auquel il voudrait atteindre par ailleurs. La peinture d'une petite bourgeoisie à laquelle il est là contraint le révulse, 17. Il nous semble assez rare de rencontrer un écrivain qui, avec une telle force et une telle insistance, vienne critiquer son propre sujet et le condamner. On sait bien qu'il y a là une particularité inhérente à Flaubert dans ce refus d'adhérer à son propre projet, et de manifester alors une distance étonnante d'avec lui-même, en quelque sorte. Quelques années plus tard, dans une même veine, Flaubert se félicitera de moquer dans son roman L'éducation sentimentale son propre personnage principal. Y a-t-il beaucoup d'artistes pour considérer en pleine entreprise créatrice faire un ouvrage de clown, 19 ? Ce n'est pas certain. On le voit bien, le choix d'un sujet qui ne lui convient pas, apparenté en fin de compte à un non-choix, devient une explication facile à tous les problèmes rencontrés. Si l'œuvre romanesque ne s'écrit pas aussi vite que souhaité, c'est que le sujet n'est pas le bon, 1 13-14. Si les répétitions abondent et qu'il devient particulièrement difficile de les supprimer, c'est que le sujet du roman est encore en cause, 24 à 27. Si l'objectif d'un pareil roman devient de plus en plus obscur au point de ne plus savoir où l'on va, c'est encore que le sujet est mal choisi. 2. Si l'écrivain jusqu'alors pourtant tellement fécond connaît tout d'un coup l'impuissance et les difficultés à écrire, nous reviendrons sur cette notion de travail de longue haleine, c'est que le sujet décidément n'était pas fait pour cet auteur. 10. On se croirait dans une pièce de Molière façon Le Malade imaginaire. On vous dit que ça vient du sujet, le sujet encore, le sujet toujours. Puisque Bouillet et Ducamp sont bien à l'origine de ce sujet, et des conseils qui ont prévalu à cette entreprise littéraire, alors ils doivent regretter leur influence. On imagine en tout cas l'ami fidèle, Louis Bouillet, se reprocher peut-être avec honnêteté d'avoir ainsi contribué à éprouver de la sorte Flaubert. C'est d'autant plus vrai que les lettres de Flaubert sont nombreuses à apostropher l'avenir et à promettre d'autres pistes, d'autres créations, d'autres sujets. En effet, Flaubert répète plus souvent qu'à son tour son désir d'en finir avec la Bovary comme il l'écrit à répétition pour oser enfin d'autres sujets et d'autres œuvres, 11, 15, 18, 29, 30. L'expérience de Madame Bovary, alors en train d'être vécue, n'est déjà plus regardée pour ce qu'elle est. Il s'agit pour Flaubert dans nombre de ses lettres de se projeter dans un avenir tout différent, où il lui deviendra possible de s'exprimer librement, fort d'une expérience exceptionnelle. 28. Madame Bovary devient de fait une aventure, une sorte de défi ou de gageure et l'on sait bien que ce qui n'abat pas rend plus fort. C'est riche de ce principe de bon sens que Flaubert entend partir à la conquête d'autres rivages. Pourtant, derrière toutes les plaintes de Flaubert, vient se développer un vrai débat, une réflexion fondamentale sur ce qui fait et fera le vrai Flaubert, ce qui sera au fond sa marque de fabrique. Et nous rencontrons là peut-être notre premier paradoxe ou notre première vraie contradiction, celle qui oppose tout au long de sa vie de créateur littéraire le Flaubert de l'impersonnalité et le Flaubert de l'épopée et de l'emphase, celui de la mesure et celui de l'excès. Flaubert voit dans ce roman un travail à l'occasion duquel il peut éprouver,
et concrétiser ses conceptions sur l'impersonnalité. Il faut s'abstenir de paraître dans son roman, 7, ce qui deviendra un credo excessivement puissant de l'art poétique de Flaubert au point que toutes ses œuvres ultérieures se construiront sur ce principe qui servira par ailleurs d'étalonnage dans sa critique des textes publiés par les confrères contemporains ou les prédécesseurs plus ou moins vénérés et glorieux. Et si cela rend l'exécution de l'œuvre plus difficile encore, il n'en demeure pas moins vrai que Flaubert ne se soustrait jamais à une pareille exigence. Les conséquences néfastes pourraient en être nombreuses, et notamment celle de tomber dans un vague élan romantique, une écriture de bas bleu si souvent moquée chez George Sand, par exemple, 22. Ce serait pour Flaubert une horreur complète. En même temps, pourtant, l'auteur de Madame Bovary se laisse surprendre en flagrant délit de contradiction de ce fameux principe de l'impersonnalité quand il envisage de demander à Louise Collet le récit personnel de ses rêves de jeune fille. 4. Pour mieux écrire ceux des Marouot, quand il se plaint de ne plus fréquenter les bals et donc de manquer d'expérience pour décrire celui de la Vaubyessard, 5, ou quand il confesse la difficulté d'exprimer bien ce qu'on n'a jamais ressenti, 11. C'est la confrontation du principe et de la réalité qui explique de semblables contradictions, évidemment. Elle nous dit en fait la difficulté d'écrire, que bien d'autres extraits ne cessent de ressasser, une difficulté d'écrire pour l'instant observée du point de vue du sujet romanesque utilisé comme une explication facile. Le sujet en tant que prétexte, voilà ce qu'il ressort de tous ces extraits. Faut-il déjà s'interroger sur l'identité de l'écrivain Flaubert qui semble se perdre en des terres étrangères, au moment même où il cherche à édifier sa poétique ? Peut-être, quand il s'agit de l'entendre affirmer son propre livre étranger à lui-même, 7, 11, 15, 18. Ce que Flaubert aime à répéter en effet dans ses lettres comme pour se dédouaner de la responsabilité du choix, c'est son goût pour l'épique. 20. Sa nostalgie du temps de l'écriture de son Saint-Antoine, 14, en même temps cependant, qu'il met en garde contre des apparences et des habitudes qui feraient justement de lui l'homme des épopées et des grands élans alors qu'il ne serait pas non plus forcément en terra cognita dans ces contrées-là, si éloignées de Madame Bovary. Quoi qu'il en soit, le seul principe qui s'affirme sans embâge, le seul qui ne soit jamais remis en cause au fond, tient en cette idée: il n'y a qu'une écriture qui vaille, celle qui vient de soi, autrement dit celle qui consiste à écrire selon sa propre imagination. On l'aura compris, il y a là une manière définitive de condamner l'entreprise qui a pour nom Madame Bovary. 2. Un travail de longue haleine. J'ai travaillé avec ardeur. Dans une quinzaine de jours, je serai au milieu de ma première partie. Depuis qu'on fait du style, je crois que personne ne s'est donné autant de mal que moi. Chaque jour j'y vois plus clair. Mais la belle avance, si la faculté imaginative ne va pas de pair avec la critique. À un lettre à Louise Collet, le 25 janvier 1852. J'ai un peu mieux travaillé cette semaine. J'irai à Paris d'ici à 1 mois ou 5 semaines, car je vois bien que ma première partie ne sera pas faite avant la fin d'avril. J'en ai bien encore pour une grande année, à 8 heures de travail par jour. 2. Lettre à Louise Collet, le 8 février 1852. Je suis en train de raboter quelques pages de mon roman, pour m'arrêter à un point. Mais ça n'en finit pas. Cette première partie, que j'avais estimé devoir être finie à la fin de janvier, me mènera jusqu'à la fin de mai. Je vais si lentement. Quelques lignes par jour et encore. 3. Lettre à Louise Collet, le 1er mars 1852. Il n'y a rien d'effrayant et de consolant à la fois, comme une œuvre longue devant soi. On a tant de blocs à remuer, et de si bonnes heures à passer. Toute la valeur de mon livre, s'il en a une, sera d'avoir su marcher droit sur un cheveu, suspendu entre le double abîme du lyrisme et du vulgaire, que je veux fondre dans une analyse narrative. Quand je pense à ce que ça peut être, j'ai des éblouissements. Mais lorsque je songe ensuite que tant de beauté m'est confiée à moi, j'ai des coliques d'épouvante à fuir me cacher n'importe où. Je travaille comme un mulet depuis 15 longues années. J'ai vécu toute ma vie dans cet entêtement de maniaque, à l'exclusion de mes autres passions que j'enfermais dans des cages et que j'allais voir quelquefois seulement pour me distraire. Oh! Si je fais jamais une bonne œuvre, je l'aurai bien gagnée. 4. Lettre à Louise Collet, le 20 mars 1852. J'ai fini ce soir de barbouiller la première idée de mes rêves de jeune fille. J'en ai pour 15 jours encore à naviguer sur ces lacs bleus, après quoi j'irai au bal et passerai ensuite un hiver pluvieux,
que je clorai par une grossesse et le tiers de mon livre à peu près sera fait. 5. Lettre à Louise Collet, le 27 mars 1852. Sais-tu dans 8 jours combien j'aurai fait de pages depuis mon retour de pays ? 20. 20 pages en un mois, et en travaillant chaque jour au moins 7 heures. Et la fin de tout cela ? Le résultat ? Des amertumes, des humiliations internes, rien pour se soutenir que la férocité d'une fantaisie indomptable. Mais je vieillis et la vie est courte. 6. Lettre à Louise Collet, le 3 avril 1852. Si tu savais ce que je retranche et quelle bouillie que mes MS. Voilà 120 pages de fait, j'en ai bien écrit 500 au moins. Sais-tu à quoi j'ai passé tout mon après-midi avant-hier ? À regarder la campagne par des verres de couleur. J'en avais besoin pour une page de ma Bovary qui, je crois, ne sera pas des plus mauvaises. 7. Lettre à Louise Collet, le 15 au 16 mai 1852. Je suis aussi découragée que toi pour le moment. Mon roman m'ennuie, je suis stérile comme un caillou. Cette première partie qui devait être finie d'abord à la fin de février, puis en avril, puis en mai, ira jusqu'à la fin de juillet. À chaque pas je découvre 10 obstacles. Le commencement de la deuxième partie m'inquiète beaucoup. Je me donne un mal de chien pour des misères, les phrases les plus simples me torturent. Je ne veux pas aller à Paris avant d'être quitte de cette première partie. 8. Lettre à Louise Collet, le 23 mai 1852. J'ai écrit aujourd'hui pendant 12 heures, sauf une pour mon dîner. Il n'y a qu'aujourd'hui de toute la semaine que j'ai un peu bien travaillé. Un paragraphe qui me manquait depuis 5 jours mais je crois, enfin arrivé avec sa tournure. Quelle difficulté qu'une narration psychologique, pour ne pas toujours rabâcher les mêmes choses. 9. Lettre à Louise Collet, le 19 juin 1852. Voilà 7 mois que je suis en train d'écrire un livre que je croyais devoir finir cet automne. Mais j'en ai encore pour 14 à 16 mois, après quoi j'irai m'établir à Paris. 10. Lettre à Henriette Collier, le 26 juin 1852. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.